Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment le chef suprême de la dette privée congolaise, transformée en dette publique, va-t-il sauver son régime avec un taux de baril de pétrole qui va certainement se stabiliser autour de 35 dollars jusqu'au début de l'été prochain, alors qu'il avait déjà promis à la Chine qu'il allait rembourser 35% de sa dette privée transformée en dette publique avec un taux de baril de pétrole qu'il avait estimé autour de 70 dollars. Ce n'est pas tout, mais il faut voir aussi du côté du FMI, parce que Sassou Nguesso avait dit que j'ai déjà promis à la Chine de rembourser déjà 35% de cette dette privée qui devait à la Chine et qu'il allait la payer avant 2021, 35%, et le reste c'était payable au compte-gouttes jusqu'en janvier 2046. Alors que tout s'effondre, son modèle économique ne tenait qu'à la rente pétrolière. Comment va-t-il s'en sortir pour sauver sa tyrannie? Et surtout, le peuple qu'il a transformé en ses sujets, en ses indigènes et esclaves. Et comment va-t-il payer ses fonctionnaires, assurer sa sécurité, les compagnies mercenaires et tout ce que vous connaissez de la tyrannie? Je voulais vous dire qu'une dictature ou un dictateur a un coût. Le coût n'est pas seulement humain, il est aussi économique et financier. Et comment va-t-il s'en sortir? Est-ce que nous sommes à la fin de règne de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso? En attendant, allez voir du côté des indicateurs macroéconomiques. Ici, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la balance commerciale. Elle est déjà déficitaire parce que les cours du baril de pétrole ont effondré. Et le taux d'investissement intérieur est déjà au rouge. Parce que cet investissement soit privé ou public, public déjà la dette, c'est insupportable, personne ne veut donner l'argent à Sassou Nguesso. Et privé, personne ne veut venir investir dans un pays où on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, et qui depuis presque 40 ans n'a jamais diversifié son économie. Une gestion opaque des ressources naturelles. Et oui, le piège se referme contre Sassou Nguesso. Suivant l'action jusqu'à la chute inévitable du dictateur Sassou Nguesso. Le peuple gagne toujours. Suivez-moi. Niveau d'endettement dans les pays en développement, mais pourquoi ces accords sont-ils entourés de secrets? Merci de votre compagnie. Un signal d'alarme pour les pays en développement qui empruntent pour financer leurs infrastructures. Un nouveau rapport du Natural Resources Governance Institute met en garde contre un niveau d'endettement à même de paralyser les pays en développement. Le rapport met en évidence la nocivité des prêts adossés à des ressources souvent dans une grande opacité. Après avoir examiné plus de 50 de ces prêts accordés entre 2004 et 2018, les auteurs ont constaté que la valeur de ces prêts valait plus de 164 milliards de dollars, soulignant que 77% venaient de Chine. L'Angola, le Tchad, la République du Congo, le Soudan du Sud et le Venezuela ont été cités comme des pays avec un niveau d'endettement excessif, ce qui les a plongés dans une crise économique. Un nouveau rapport intitulé Prêts adossés à des ressources naturelles, pièges et potentiels, rendu public le 27 février dernier par l'ONG Institut de gouvernance de matières premières basé à Londres, révèle que ces montages financiers font exploser l'endettement de l'Afrique, en plus de l'opacité qui les entoure. Ces pays africains, comme le Congo, le Tchad, le Ghana, la Guinée, entre autres, ont contracté des prêts en espérant rembourser sur l'argent engrangé
en vendant les ressources naturelles. Sur les 52 prêts adossés à des ressources naturelles consentis entre 2004 et 2018, 30 prêts ont trait à l'Afrique subsaharienne pour une somme globale de 66 milliards de dollars. L'essentiel des prêts, 53%, provient de deux banques chinoises, à savoir China Development Bank et China Exim Bank. Les autres prêts ont été accordés par des négociants internationaux comme Trafigura et Glencore. Des prêts risqués d'après David Mihaly, co-auteur du rapport, car les échéances sont courtes, les taux d'intérêt et les frais élevés, aucun engagement n'est pris à l'égard de l'utilisation de l'argent emprunté. Mais les auteurs du rapport pensent que ces prêts adossés sur les matières premières peuvent favoriser le développement des emprunteurs à condition d'être vigilants. Silas Holland est coordonnateur pour l'Afrique au Natural Resources Governance Institute. Il est à Dar es Salaam en Tanzanie. Il nous a rejoint via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir contacté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu que le piège va se refermer quand le nyongologue infatigable, le chef suprême de la dette, celui qui a ruiné ce pays, surendetté et détruit ce pays, et qui pensait que la ressource du pétrole était inépuisable et que les cours du baril de pétrole étaient et devaient rester qu'à hauteur de plus de 70 dollars et éternellement. Et voilà, il est pris dans le piège. Malin piégé. Et nous allons voir. On est proche des 30 dollars, on était à 49 dollars vendredi, c'est une baisse astronomique. Nicolas Dose, on va d'abord redonner les chiffres de la bourse de Tokyo qui a sombré tout à l'heure en clôture sur fond de panique pétrolière, de flambée du yen, de coronavirus donc, moins 5%, moins 5,07% exactement l'indice Nikkei il y a quelques minutes. Pourquoi? Il y a un vent de panique là? Alors de toute façon, on n'aura pas une reprise des marchés tant qu'on aura un nombre de cas en hausse dans les pays hors de Chine. Et pour l'instant, c'est le cas. Après, on vient de vivre un crack sur le marché du pétrole. On a perdu plus de 20% en 48 heures. Donc c'est un crack sur le marché du pétrole. Les deux réunis et le risque de ralentissement très sévère de l'économie, ça explique le recul des marchés. Mais Nicolas, est-ce que l'effondrement, parce qu'il faut bien parler d'effondrement du prix du pétrole, est seulement dû au coronavirus? Alors à l'origine, oui, les prix baissaient. L'OPEP décide de trouver un accord avec la Russie vendredi. Patatras, les Russes disent non, on n'est pas d'accord avec vous. Et l'objectif, c'était de freiner la chute des cours. La chute des cours, oui, c'est le coronavirus. Le commerce mondial est paralysé, les chaînes de production sont bloquées, la consommation recule, il y a une menace sur la croissance. Moins on consomme de pétrole, plus les prix reculent, c'est clair. Bon, cette très forte baisse du baril, donc il est à 30 dollars, c'est ça? On est proche des 30 dollars, on était à 49 dollars vendredi, c'est une baisse astronomique. Mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que nous, tout de suite, on pense à notre voiture, notre plein d'essence, fatalement. Quand un choc est très violent, c'est jamais une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, ce désaccord OPEP-Russie font que les principaux acteurs du marché du pétrole ont un peu perdu la main. Ils ont un peu perdu la main sur les prix de ce baril. Du coup, l'Arabie Saoudite, pour faire pression sur la Russie, menace de baisser ses prix. Mais là, on est dans une espèce de bras de fer. Et donc, c'est hyper compliqué de sortir de... Et là, on est devant un contre-choc pétrolier qui peut très bien provoquer, à l'arrivée, un ralentissement accéléré de l'économie qu'on a déjà vu commencer. Après, c'est une bonne nouvelle si vous voulez en voiture, c'est une bonne nouvelle si vous êtes consommateur. La balance commerciale de la France, elle en profite, bien sûr. Pour ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Nicolas, est-ce que ça peut entraîner dans sa chute d'autres valeurs importantes? C'est clair que les valeurs pétrolières vont quand même prendre relativement cher aujourd'hui. Total, par exemple. Total, qui est une grosse valeur du CAC 40, va très certainement baisser. On a vu Aramco, le géant pétrolier saoudien, qui a pris un bouillon sur les marchés. Donc de toute façon, à partir du moment où quelque chose n'est plus sous contrôle et où on pense que ça peut avoir un effet accélérateur sur le ralentissement qu'on observe déjà, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Et puis, soyez en passant, le grand perdant quand même d'un pétrole pas cher, c'est la transition énergétique. Parce que moins le pétrole est cher, moins on a tendance à chercher des solutions alternatives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous l'avons dit déjà, depuis déjà 7 ans déjà, que Sassou n'a pas pu anticiper l'évolution de l'économie mondiale et surtout de son pays en tenant compte des ressources exploitées. Parce que son modèle économique ne s'est calqué que sur le pétrole. Et c'est d'ailleurs son modèle
France-Afrique, parce que ce pétrole-là est problématique et déjà a été problématique pour la condition humaine au Congo. Donc nous voyons que les taux se resserrent contre l'orgue de la Lima, qui croyait que l'économie c'est de la sorcellerie et des fétiches. Et donc il vient de se rendre compte qu'il ne pourra pas s'en sortir de cette crise de coronavirus, mais également de la demande mondiale en termes d'énergie fossile, et notamment le pétrole. Parce que tant que la Chine remet la machine en marche, et donc ça sera peut-être en 2021, 22 ou 23, mais d'autres ont déjà commencé à trouver des solutions alternatives. Cela veut dire que les indicateurs macroéconomiques congolais vont être au rouge jusqu'aux environs de 2023 et plus d'ailleurs. Si et seulement si le peuple ne récupère pas son pays pour que des hommes nouveaux puissent prendre le contrôle de ce pays afin de mettre les intelligences économiques et financières qui respectent les fondamentaux des règles économiques et financières, les gens qui ont la volonté, les talents, et pour transformer le Congo. Parce que malgré la crise du pétrole, mais il faut se dire qu'il y a des pays qui vont s'en sortir parce qu'ils avaient déjà diversifié leur économie depuis. Donc n'auront pas d'impact. Déjà pour certains, avec le fondement des cours d'énergie fossile dans le pétrole, certains vont certainement dynamiser leur économie. Mais nous, qu'on a monté notre modèle économique qui est déjà géré de manière opaque par cette distribution opaque de l'or noir et qui n'a jamais bénéficié au peuple congolais. Bon, certains lancent déjà des fatwas et que c'est une bonne nouvelle, mais nous devons comprendre que nous sommes dans un monde global. Il faut tenir compte de ces problématiques déjà de l'évolution de la demande mondiale en termes des énergies et des matières premières. Donc c'est un circuit global. Mais nous, on tenons compte de ces cycles de vie énergie-matière qui tuent l'exploitation des matières premières, les transports, la transformation et la consommation et les rejets de l'environnement et de compagnie. Mais on est entre l'offre et la demande. Les États-Unis avaient déjà pris l'avance, déjà avec leur pétrole de gaz de schiste, et ils sont déjà en autosuffisance énergétique. Mais la mise en route ou le démarrage de l'économie chinoise va commencer progressivement, mais ce sera, je pense que d'ici la fin 2020 et bien au-delà. Mais en attendant, qu'attendons-nous? Qu'est-ce que nous attendons pour que ça se dégage? Comment va-t-il payer ou assurer les trains de vie de l'État, les administrations? Oui, ses créanciers et tout compagnie, il ne pourra pas. Et comment va-t-il assurer sa sécurité avec ses compagnies de mercenaires, avec ses moyens de répression dans les moyens militaires et tout compagnie? Donc tout est problématique. Je vous l'ai dit qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc le défi est arrivé de le chasser. À défaut, il pourra résister par la pression, les intimidations et tout compagnie pour sauver sa promesse. Ça ne va pas ça ne va pas arranger sa situation. Et donc le temps est venu de le mettre hors d'état de nuire. Et maintenant, et pour le mettre hors d'état de nuire et dans les classiques du peuple, c'est se révolter et donc d'être dans la rue. Parce que si nous le laissons là, et par chance, il pourra revenir peut-être début 2021, au moment que tout peut se chambouler, mais il faut en profiter, comme on dit, le faire, il faut le battre quand il est chaud. Et Sassou Nguesso l'a toujours fait contre le peuple congolais. Il a toujours battu le fer quand il est chaud. Et donc, nous, peuple congolais, nous devons agir. Et maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Sinon, c'est nous qui allons tout perdre. Et c'est lui qui va partir comme un être mortel et nous laisser une merde, une poudrière, qu'on n'avait pas mérité ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous êtes en direct
en voyant depuis la bourse de New York, là où se fait les transactions du pétrole, et je pense que vous voyez en direct, c'est moins 7, 15%. Et donc, il n'y a pas de plus là. Donc, ça descend dans ce sens. Nous sommes dans l'indice Jones du New York. Hein. Voilà. Les Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. Et John Jones, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, on est en direct là, de New York. Vous avez tout compris et à bientôt. Donc, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est venu d'agir et de chasser l'orgue de l'aliment. Et donc, c'est problématique que nous avions dit qu'on ne peut pas punir indéfiniment un peuple. Le peuple gagne toujours parce qu'il est éternel, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et vous avez tout compris que la nature des choses est en train de nous donner un coup de main. C'est à nous d'en profiter et de le chasser. Et maintenant, je vous remercie et à bientôt.